Les amis, bienvenue sur Parole de coach. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous a été posée parce qu'il y a beaucoup de managers qui nous suivent et on va vous donner dans cette vidéo les secrets des managers du top 1%, ceux qui réussissent presque naturellement, presque trop facilement. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui avec Mylène, qui restera cachée avec sa voix off. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de ton expérience personnelle avec le management? Alors, dans ma première vie, j'ai passé plus de 20 ans dans plusieurs entreprises du CAC 40, à l'intérieur desquelles le management, en fait, est l'ADN de croissance et de performance. Et l'idée, c'est que j'ai été formé à des méthodes ultra poussées pour la performance des unités commerciales. Et on avait des équipes qui allaient de 1 à 30, 50, 60 personnes. Et dans ces milieux, ce qui compte le plus, en fait, c'est d'avoir non seulement cette exigence de la performance au quotidien, et d'avoir justement créé un engagement avec les équipes qui permettent d'aller en fait chercher plus de performances tous les mois. Et on le sait, dans ces entreprises du CAC 40, je ne vais pas citer les noms, mais vous irez regarder sur Internet, chaque fois qu'on veut plus de performances, on va en fait mettre des stratégies en place et surtout au niveau du management, puisqu'on gère de l'humain. Et il y a vraiment un côté ultra exigeant, précis, qui va demander en fait un effort de management au quotidien. Mais attention, l'erreur la plus courante et qui est une erreur assez classique, c'est d'être parfois trop dur et parfois trop mou dans le management. Et c'est justement l'un des premiers risques, puisque pendant 20 ans, en fait, toutes les unités que j'ai dirigées, il y a eu vraiment ce côté. Il y avait un de mes directeurs, un de mes supérieurs qui me disait souvent, dans ton management, tu dois souvent alterner rigueur et chaleur. L'idée, c'est que la rigueur va amener l'exigence, va amener la performance et va amener en fait la précision dans le travail, là où la chaleur va amener une proximité qui va créer du lien social et émotionnel avec l'équipe. Et le juste dosage de ça, c'est très subjectif. Par contre, à partir du moment où on connaît les endroits où on peut être chaleureux et les endroits où on peut être exigeant, c'est-à-dire le cadre, eh bien, à partir de ce cadre, on arrive justement à créer de la performance. Souvent, l'erreur, c'est d'être soit trop dur, jouer au dictateur, soit d'être trop mou, trop gentil, trop bienveillant, et on pourra en parler après, mais vraiment savoir en fait alterner rigueur et chaleur. Et c'est souvent en fait l'échec des deux extrêmes qui force finalement à construire une troisième voie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on doit absolument être un dictateur? Parce que je me rappelle d'une entreprise dans le prêt-à-porter où je travaillais, on me disait que j'étais un dictateur parce que j'étais très process, j'étais très exigeant, etc., etc. Mais c'est comme ça aussi que j'arrivais à me hisser en fait dans le top 10 des meilleurs managers, des meilleures unités commerciales que je performais. Et donc, oui, ça crée un parallèle en fait très dur vis-à-vis de la relation. Et de l'autre côté, on se dit, mais ok, est-ce qu'il faut être trop gentil ou pas assez? Et c'est là où on se pose plein de questions. Et cette troisième voie, elle est venue en fait, là plutôt dans un aspect plus de leadership, où au lieu de se positionner en dictateur ou en autorité supérieure, on va en fait simplement pouvoir revenir directement auprès des équipes et se mettre à leur niveau, mais toujours en les faisant grandir eux. Et l'idée, c'est que euh, on manage pas forcément par la performance, on manage des intérieurs, c'est-à-dire comme on a des humains en face de nous, on n'est pas en train de manager des robots, des machines, bien que les machines, je pense qu'elles vont pas tarder à arriver sur le marché, mais quand on manage de l'humain, ce qui compte en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans cet humain. Et en fait, ça, je l'ai compris après coup, après avoir justement fait beaucoup d'erreurs sur le côté un peu trop directif, cassant, etc. Et cet aspect-là, il se travaille justement en lien avec nos trois cerveaux, notre mental, notre émotionnel et nos instincts. Et l'idée, c'est justement de savoir lire en l'humain et d'aller dans la profondeur de chacun pour connaître les émotions, les besoins, les freins de chacun. Et en fait, le manager, celui qui arrive justement à avoir cette alchimie entre rigueur et chaleur, c'est celui qui arrive justement à bien doser les deux sans jamais dépasser la ligne du cadre de l'entreprise. Et c'est souvent là où les meilleurs managers s'expriment, c'est que leur simple présence est un calibrage pour l'équipe.
C'est-à-dire que, tu sais, en fait, quand il y a des managers qui arrivent. Quand moi j'étais un dictateur, tout le monde, en fait, j'arrivais quelque part, tu vois, dans le magasin, par exemple, où j'avais mes équipes commerciales, tout le monde s'éparpillait. Tu sais, de peur de se faire réprimander, t'es pas à ta place, etc. Et en fait, ce type de management par la peur, ça a marché dans les années 80-90, parce qu'il y avait un côté très militaire dans ces générations-là. Tu fais ça aujourd'hui avec la génération Z, la Gen Z et la Gen A, mais ils te claquent la démission directe et merci, saluté, quoi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à qu'est-ce que le travail m'apporte, est-ce que je me sens bien dans le travail, et on cherche du bien-être dans le travail, en fait. Et l'idée, c'est que tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe chez l'autre, bah, c'est ce qui va, en fait, soit amener de la performance, soit amener des résultats en chute. Et si le manager est bon là-dedans, sa simple présence suffit à pousser les autres à se surpasser, à aller de l'avant, etc., ou totalement l'inverse. Et surtout, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir en fait une clarté totale, vraiment totale, sur qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on me demande en termes de travail, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, et surtout être très simple et transparent là-dedans. L'idée, c'est que la plupart des problèmes qu'on rencontre dans le management sont des problèmes à 95% liés à la communication. Et la communication pèse pour 95% parce qu'en général, la manière dont le manager va s'exprimer, c'est ce qui va transpirer de la relation et de ce qui va se passer avec les personnes en face. Et c'est souvent là-dedans, dans ces comportements, où on veut garder le pouvoir en tant que manager. Moi, j'avais un côté très dictateur comme ça, où je voulais garder le pouvoir. Bah là, on tombe dans ce qu'on appelle le micromanagement. Et là, du coup, vient la peur, justement, de pas tout contrôler, la peur que ça soit la foire en fait dans l'équipe, la peur aussi d'être jugé, la peur de voir les résultats s'échapper, etc., etc. Et en fait, quand on manage par la peur, on micromanage, donc on met des micro-pressions un peu partout, ce qui crée une tension globale dans l'équipe, dans les personnes, et au final devient très contre-productif. Donc là, il faut faire attention à plusieurs choses. Il y a des signaux d'alarme. Et quand tu te mets à refaire le travail derrière quelqu'un, quand tu ne veux pas déléguer parce que tu penses que c'est toi qui vas le faire mieux, et quand tu vas en fait toutes les nuits ressasser, refaire le plan de ta journée de ce que tu as vécu aujourd'hui pour le lendemain, là, c'est déjà le signe que tu es déjà dans un micromanagement qui est en train de te bouffer. Et donc, ce type de micromanagement tue la confiance qu'il y a entre l'équipe et toi, et surtout, casse l'envie de créer, l'envie de prendre des initiatives et l'envie de cohésion dans l'équipe. Du coup, comme ça détruit la confiance, c'est une erreur stratégique pour la boîte puisque derrière, on tue aussi la performance. Et le vrai problème là-dedans, c'est que comme on veut tout contrôler, le fait de ne pas déléguer, le fait justement d'être, tu vois, dans ce côté, je veux que tout soit fait comme moi je le veux, on est dans le lâcher-prise, mais le lâcher-prise de responsabilité émotionnelle. Je m'explique, chaque fois qu'on fait de la rétention, qu'on veut micromanager, c'est qu'à l'intérieur de soi, on a nous-mêmes une responsabilité émotionnelle qu'on ne veut pas en fait mettre au grand jour de peur d'être attaqué ou de peur de perdre quelque chose. Et l'idée, c'est que cette responsabilité émotionnelle, à chaque fois qu'on la met en tension en nous, on remet aussi plus de pression sur les autres. Et ça, c'est une grosse, grosse erreur, puisque derrière, on perd du temps et on perd beaucoup d'énergie à faire des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, en parlant de micromanagement, justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est un piège et d'où ça peut venir? Alors, c'est un piège parce que plus on micromanage, plus on perd de temps sur des petites choses et plus on fait perdre du temps aussi à l'équipe sur des choses qui n'en valent pas la peine en termes de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et souvent, ben, l'origine de ça, c'est un besoin de contrôle excessif et une peur de ne pas en fait obtenir le résultat qu'on veut soi-même apporter. Et l'idée, c'est que c'est nourri à la base par un gros manque de confiance en soi, un gros manque de confiance vis-à-vis des capacités qu'on est capable de réunir, c'est-à-dire les ressources qu'on peut activer pour aller justement réaliser une tâche ou aller justement manager l'équipe.
Et c'est souvent en lien avec ça. Et là où ça devient très contre-productif et pas du tout performant pour l'entreprise, c'est que à vouloir tout micro-contrôler comme ça, micromanager, parce que micromanager, pour moi, est équivalent, est égal à vouloir plus de contrôle. En fait, les équipes qui s'épanouissent le mieux et celles qui sont le plus productifs et où il y a le plus de valeur ajoutée, c'est les équipes qui se sentent libres d'agir. Et quand un manager arrive avec du micromanagement, il impose une forme trop rigide de travail qui empêche chacun des talents qui sont dans l'entreprise de s'exprimer. Et ça, c'est une perte de valeur ajoutée pour l'entreprise puisque ça tue la prise d'initiative et ça tue également la créativité des personnes qui sont peut-être là, d'ailleurs payées plus cher parce que c'est des personnes compétentes, qu'elles ont des spécialisations, etc. Mais on ne les laisse pas faire parce qu'on veut tout contrôler et qu'on ne veut pas les laisser exprimer leur talent. Et ça, c'est une vraie perte sèche pour l'entreprise. En parlant de management trop bienveillant, est-ce que tu peux nous parler des risques? Les risques d'un management trop bienveillant, une fois de plus, la bienveillance, c'est quelque chose, c'est un peu comme la stratégie du cobra, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est le poison est dans le dosage. À quel point on peut être bienveillant et à quel point il va falloir aussi qu'on soit exigeant pour que les choses avancent. Et l'idée, c'est que quand on commence à mettre le costume du gentil manager et qu'on veut justement être bienveillant à tout prix avec tout le monde, on se coupe soi-même du vrai feedback, du feedback authentique qui compte et qui permet en fait aux personnes d'avancer, mais sur l'instant. Parce qu'un feedback n'est bon pour une personne que s'il est fait sur le moment avec le flow du moment capturé. Donc si par exemple, on a par exemple une personne qui a été mauvaise au niveau commercial ou qui n'a pas fait les bonnes réponses aux objections, par exemple, durant un call de vente, ben, il faut prendre le call de vente et le jour même faire ce feedback pour lui amener justement une grande clarté sur quel est son objectif pour la prochaine fois. Mais si on joue les managers trop bienveillants à vouloir être trop gentils, dire ah oui, mais alors ça c'est bien et tu l'as pas fait, etc., on crée soi-même une bombe à retardement émotionnel, puisque plus on est bienveillant, moins les feedbacks sont directs, et plus on va enrober les choses et perdre aussi un peu de l'intensité de ce flow, du feedback finalement très authentique qui va permettre à la personne d'aller et de croître elle-même grâce à ce feedback. Et l'idée, c'est que ça prive l'équipe de sa vérité et donc de la croissance. Et à force de vouloir justement cette bienveillance sans exigence, on arrive à une complaisance déguisée. C'est-à-dire qu'on est complaisant avec le fait que bah, c'est pas tout à fait bien, mais ça reste médiocre, mais c'est pas grave. Et on peut pas aller sur ce terrain-là comme ça si on veut de la performance et de la croissance. Et l'idée, c'est que, euh, grosso modo, d'un point de vue même neuronal, les gens quittent les managers trop mous parce qu'ils ne se sentent pas tirés vers le haut. Parce que le but premier d'un manager, c'est de faire grandir les équipes à son contact. Et en fait, quand une équipe ne grandit plus à votre contact quand vous êtes manager, c'est que c'est déjà en fait perdu pour vous parce que derrière, chaque personne qui vient vous voir, si vous n'êtes pas capable de lui faire sentir qu'elle a les compétences, les capacités et qu'elle ne grandit pas à votre contact, la personne, elle n'aura plus envie de rester. D'accord. Mais alors, du coup, comment on fait pour trouver son propre style de management, qui soit juste, efficace et authentique? Alors là-dessus, il y a plusieurs méthodes, mais celle que je privilégie moi, c'est surtout les inventaires personnalité, c'est-à-dire trouver un outil d'inventaire personnalité. Il y en a plein sur le marché. Celui que j'utilise personnellement depuis 20 ans, c'est la PCM, la Process Communication Model. Ce sont des outils qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe en nous, chez les autres, nos zones de stress, nos zones d'excellence, et qui permettent justement aussi de se recentrer et de se recentrer sur soi, sur les bonnes zones d'excellence qu'on a en nous. L'idée, c'est vraiment d'identifier aussi, tu sais, les signaux. Moi, j'appelle ça le bouton rouge. Tu sais, si tu as quelqu'un dans ta vie, il me semble, sans aller dans Oui, le personnel. Imagine, bien sûr. vous êtes en couple et un soir, vous vous prenez la tête sur le vase rouge sur la table basse, il devrait être à gauche et pas à droite. Et en fait, sur une simple dispute, comme on est en couple, on se connaît bien, on sait parfaitement sur quel bouton rouge appuyer chez l'autre pour qu'il pète les plombs.
C'est un grand classique dans les couples. Évidemment, personne n'est concerné de tes personnes qui écoutent cette vidéo. Personne n'a vécu ce genre de situation, puisque tout le monde va être ouvert, va dire oui, ma chérie, tu as raison. Le vase devrait être plutôt à gauche de la table et pas à droite. Et l'idée, c'est que sur un simple élément, mais vraiment très bénin, on arrive à se prendre la tête sur des trucs qui parfois montent comme ça à une vitesse folle. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque être humain a en lui ce que j'appelle moi un bouton rouge, un bouton qui pousse la personne à l'extrême. Et ça, c'est ce qu'on appelle une zone de stress dans laquelle la personne tombe dans un stress extrême parce que ce qu'on lui dit touche à une valeur profonde. Et souvent, le fait simplement de comprendre cette zone de stress, celle qui touche notre valeur profonde, bah, ça permet de désamorcer la situation avant de s'emballer et de dire parfois des choses qui dépassent notre pensée. Et l'idée, c'est d'apprendre à mieux se connaître, connaître ces zones où il y a les boutons rouges et de trouver justement ce côté, je pète les plombs en fait alors que je devrais pas. Et une fois de plus, le style juste du manager juste qui va être dans la justesse, etc. Ben, l'idée, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de compromis là-dedans. L'idée, c'est la bonne dose au bon moment avec la bonne personne. Comme je le disais tout à l'heure, le dosage, en fait, le poison est dans le dosage. Si vous n'êtes pas capable de capturer un feedback dans un momentum précis, derrière, en fait, tous les feedbacks que vous allez faire dans votre management, ça va être des feedbacks qui risquent de faire plus de dégâts que de construire quelque chose qui va aider la personne à grandir. Donc, le but ici, c'est de comprendre où est le dosage entre le bon feedback au bon moment avec la bonne personne. Et ça, c'est aussi l'expérience, c'est travailler le plus souvent possible avec l'humain et faire en sorte que les personnes, en fait, aient ce côté, qu'ils aient une certaine forme de liberté. Donc, on leur donne aussi la liberté d'agir. Dans la chaleur, on crée la relation avec eux, mais dans le cadre entreprise qui, lui, met de la rigueur dans l'excellence de travail. Il y a un truc très simple que vous pouvez faire aussi en bon manager, hein, parce que un manager pour moi qui est bon dans ce qu'il fait, c'est un manager qui sait se remettre en question. Et il y a une question qu'on nous apprend souvent dans le management qui est la suivante, c'est d'aller voir en fait ses équipes et de leur demander dans quelle situation je t'aide le moins. Et l'idée, c'est que cette question, elle est contre-intuitive parce que quand vous allez poser cette question à quelqu'un avec qui vous travaillez tous les jours et vous lui dites dans quelle situation je t'aide le moins, bah, la personne, elle va tout de suite vous dire là, là et là. Et franchement, même vous, ça va vous faire grandir parce que vous allez vous dire putain, ouais, en fait, je vois bien que là, je l'aide pas et ça la met dedans, en fait. Plus vous arrivez à détecter ces zones-là, plus vous-même, vous renforcez vos angles morts dans le management. C'est important de se remettre en question. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire quelle est la compétence que tout grand manager développe en priorité? Alors, s'il y en a une, et comme je le suis un peu aussi moi-même, je pense que l'une des compétences principales, c'est vraiment d'avoir ce que j'appelle moi l'intelligence émotionnelle. En fait, on doit être capable, en tant que manager, de savoir lire dans les émotions de nos équipes et de ce qu'ils vivent. Et l'idée, attention, qu'on se comprenne bien, c'est pas de faire de l'empathie molle où tu vas être là, oh oui, je comprends ce qu'elle vit, management bienveillant à l'extrême, complètement dégoulinant de bienveillance, etc. C'est pas le but. Pourquoi? Parce qu'on est dans une entreprise qui, elle, a besoin de performance et a besoin de résultats. Parce que grâce à cette entreprise, on est tous dans l'entreprise, on est payé par cette entreprise. Donc c'est à nous aussi de mettre les actions en place qui permettent d'aller chercher le résultat. Et l'idée ici, c'est que c'est un mix de tout ce qu'on vient de dire, de précision, euh, d'exigence, mais aussi de chaleur et de proximité. Et en fait, à partir du moment où on arrive à doser ça, puisque ça, franchement, il n'y a pas de bonne recette, il y en a plein différentes, c'est vraiment en fonction de qui on est en termes de profil de personnalité aussi, mais également, en fait, dans le fait justement de savoir quand lâcher prise, savoir quand se taire et quand parler pour pouvoir faire grandir les personnes en face. Franchement, à partir du moment où on comprend ces mécaniques et on comprend justement où est notre rôle, tout le reste, franchement, hein, feedback, délégation, motivation,
découle de ces compétences de lecture émotionnelle, de d'intelligence émotionnelle. À partir du moment où on sait faire ça, on saura faire des bons feedbacks au bon moment aux bonnes personnes, savoir déléguer les bonnes choses avec les bons outils, savoir aussi motiver, mais en étant centré sur l'autre et pas en étant centré sur soi en disant ouais, c'est bien, tu as fait du bon boulot pour moi, etc. C'est vraiment toujours de rester centré sur la motivation intrinsèque des personnes qu'on accompagne. Et ça, franchement, j'ai pas vu de beaucoup dans ma carrière de beaucoup de très très bons managers qui arrivaient à articuler ça. Mais quand vous tombez sur l'un d'eux, en tout cas, vous avez beaucoup à apprendre. Et moi, j'en ai rencontré en tout et pour tout trois en 20 ans de carrière. Simplement parce que ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, ça veut simplement dire que ceux-là sortaient vraiment du lot en fait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, écrivez-moi dans les commentaires manager et je reviens vers vous parce qu'on a du contenu aussi à vous partager. Mais aussi si vous avez des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve au prochain épisode de Parole de coach. C'était Mehmet, je vous dis à très vite.